Christine. Okay, donc j'ai préparé un handout avec, c'est un exemplaire avec mes quelques citations et je vais essayer de vous montrer d'abord je vais pas garder une copie de moi-même. D'accord, donc j'ai 20 minutes pour parler aujourd'hui en tant que conférencière et en fait j'ai l'embarras du choix un peu de quoi parler. Parce que je me suis dit je pourrais parler du genre du roman de banlieue, je pourrais parler des espaces, je pourrais parler un peu plus de l'expérience qu'on a fait en banlieue cet été, enfin l'été dernier, qui a donné lieu aujourd'hui à cette exposition et en fait pour certains d'entre vous qui ont fait partie de cette aventure, c'est pas quelque chose qu'on va présenter, mais pour les autres c'est un peu les exclure de ne pas en parler, donc je vais essayer de condenser ça et je vais essayer d'aborder tout ça un peu en survol. Donc en introduction, je voudrais peut-être introduire les débats autour du roman de banlieue, qui peut être un terme contesté, parce que certains critiques disent qu'en fait toutes sortes de catégorisations, donc les auteurs en général aspirent à être des auteurs sans adjectif qualificatif, donc en fait ils ne voudraient pas être réduits à des voix de la banlieue. En fait ils annoncent souvent ce désir d'être pris pour des auteurs à part entière, et en fait auteur de banlieue pourrait être quelque chose de réducteur. Et donc je n'utilise pas ce terme, donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de catégoriser les auteurs en les renvoyant à la banlieue comme lieu d'origine ou à leurs origines en général. Mais je pense que le terme roman de banlieue, c'est quelque chose où en fait littérature de banlieue peut quand même être utile peut-être d'un autre point de vue. Donc en fait, quand on dit littérature de banlieue, ça ressemble un peu à une construction, comme quand on dit roman de banlieue, c'est un peu comme roman d'amour ou roman de guerre. On pourrait dire qu'un roman de banlieue, c'est un roman dans lequel la banlieue apparaît comme un thème, ou en fait on pourrait dire que le roman de banlieue, c'est un peu comme le roman de ville, enfin un roman urbain, ou un roman de province, ou un roman un roman régional par exemple. Donc en fait ça peut renvoyer un lieu, un espace, donc c'est un roman de banlieue parce que ça se passe en banlieue. Donc sans qualifier les auteurs, et je crois que peut-être on est peut-être plus enclin à penser qu'un auteur est un roman de banlieue dans le cas de certains auteurs comme Mabrouk Rachedi par exemple, qui a écrit 3 romans et les 3 se passent en banlieue, jusqu'à ce qu'il décide qu'il veut écrire d'autres choses, et là on ne fait pas un nouveau, bien sûr nécessairement qu'un roman sur le banlieue. Donc en fait ce qui m'intéresse c'est pas tellement, donc en fait il y a 2 façons dont je pourrais aborder cette production qui m'intéresse, donc la production des romans post-2000 qui parlent de la banlieue, et en fait je crois que ce qui m'intéresse c'est en fait la mise en fiction d'un espace qui est celui de la banlieue, donc un espace périurbain. Mais ça m'intéresse tout de même aussi de voir est-ce que le roman de banlieue sera un genre ou même un sous-genre romanesque. Donc j'ai écrit un livre sur le roman urbain contemporain en France. Contemporain à l'époque c'était les années 90, donc maintenant contemporain a un peu bougé pour moi, donc c'est plus les années 2010, les années 2000. Et donc
c'est intéressant de voir, selon ma définition du roman urbain, le roman urbain sera un genre qui se passe en ville, l'espace urbain n'est pas le seul critère, mais aussi, en fait, il y a cette préoccupation sociologique ou préoccupation d'aller plus loin que son nombril et parler de la société d'une certaine façon. Et en fait, parler de la banlieue, certainement entre dans le cœur de ce qui se passe dans la société française. Donc dans ce cas-là, le roman de banlieue sera pleinement situé dans le roman urbain. Mais en même temps, l'espace de la banlieue peut aussi être considéré comme un peu l'antipode de la ville, l'antipode de l'espace urbain, parce que par son manque d'anonymat, par son manque de services, de densité urbain, en fait c'est quand même un espace très différent de la ville. Donc c'est un peu à la lisière de tout ça. Donc le terme roman de banlieue reste contesté, contestable par tous ces enjeux. Donc en fait, je vous ai préparé cet exemplaire pour vous donner une idée de différenciation. Donc on peut évoquer l'espace et en fait certaines idées récurrentes qui apparaissent dans différents types de représentations romanesques. Donc le premier roman que j'ai choisi est Rise Again qui quitte demain, paru en 2004, qui dépeint une cité qui s'appelle la Cité du Paradis, qui sera située à Livry-Gargan, où la narratrice vit seule avec sa mère après le départ du père au Maroc, qui a donc quitté la famille en même temps que la France. Et donc ces deux femmes laissées à elles-mêmes réapprennent à vivre d'une façon plus autonome, en utilisant pas mal d'aides extérieures qui viennent souvent sous la forme de l'assistante sociale qui défile dans leur appartement et d'une psychologue qui prend la jeune fille en charge sous la forme d'une thérapie. Comment l'espace apparaît dans ce roman? En fait, l'espace, c'est très souvent l'espace intérieur de leur appartement, et c'est aussi l'espace donc de la Cité du Paradis, dont il y a très peu de descriptions en fait dans le roman, mais il y a des petits trajets quotidiens qui s'effectuent. La narratrice va à l'école, elle va chez la psy, elle fait des courses dans les supérettes du coin qui changent souvent de nom. À un moment, ça s'appelle Manistar et le moment suivant, ça s'appelle autre chose. Donc elle va acheter des serviettes hygiéniques, elle va aussi à des vides-greniers parce qu'elle vit dans une grande pauvreté et en fait ça rythme un peu les courses et la télévision sont les deux choses qui rythment ce quotidien. Il y a très peu d'escapades qui font à l'extérieur de cet espace périurbain, mais il y en a quand même deux qui méritent l'attention. L'une, c'est une balade où la narratrice prend le métro, la ligne 5, juste pour remonter la ligne à l'autre terminus et rentrer après, donc juste pour observer cette foule urbaine, donc prendre un bain de foule dans le métro et écouter des musiciens qui jouent dans le métro. Et l'autre escapade se fait avec la mère qui n'a jamais vu la Tour Eiffel, et donc les deux femmes vont dans Paris en prenant le train pour visiter la Tour Eiffel, à laquelle elles ne peuvent pas monter parce que ça coûte très cher, mais elles admirent quand même la tour qu'auparavant la mère a uniquement vue à la télévision. Donc c'est intéressant, en fait ce qu'on peut retenir déjà de ça, qu'il y a une frontière qui est très rigide entre la banlieue et la ville, que le centre de Paris est plus accessible pour les deux femmes et que la visite à Paris se fait vers la fin du roman, et en fait c'est un symbole de cette prise de pouvoir sur leur vie. Donc en fait, quand elles se prennent en charge, elles sont capables d'aller à Paris, elles sont capables de voir la Tour Eiffel. Et en fait, on voit aussi dans les exemples cités d'autres jeunes filles qui sont enfermées par leur famille, qui en fait prennent souvent la fuite en allant vers Paris, qui pourrait être un espace libérateur pour elles, parce qu'on peut alors vivre selon des normes différentes des normes imposées dans les familles d'origine matérielle. Ce qu'on peut aussi retenir de ce roman, c'est l'apparition des espaces qui sont marqués par l'immigration, dont l'exemple typique c'est les taxiphones,
donc en fait c'est des cabines dont on peut appeler le pays pour moins cher. Et donc la narratrice dit, ça me rappelle vraiment le pays, le concept Taxifone et la mairie. Et c'est sur la petite place, et celui qui est sur la petite place est un petit bout du Tchad à Livry-Gargan. Donc on retrouve une terre étrangère transposée en banlieue. Donc c'est un lieu transitoire entre le pays d'origine et la France. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à ça dans les autres romans? Si on prend un autre exemple, 2006, Banlieue noire de Tom Perriam, le roman se passe entre la cité Louis-Armand où habite le narrateur qui est un jeune footballeur de 16 ans qui est nul à l'école mais qui voudrait percer dans le monde du football. Il y a quelques escapades également qui se font à Paris. Notamment, il y a un visiteur rwandais qu'accueille la famille du narrateur, à qui on recommande d'aller à Château-Rouge pour se faire couper les cheveux. Et donc, il y a une citation qui montre, donc la dernière citation, espace marqué par l'immigration, qui montre le quartier du métro Château-Rouge, le personnage se rend, et en fait, le quartier est décrit comme un bout d'Afrique, autant des Ivoires qu'à Kinshasa. On l'accueille chaleureusement, il demande un supplément, il veut que le coiffeur lui taille une tour Eiffel dans les cheveux, et en fait, je crois que c'est peut-être pas la peine de souligner le caractère symbolique de cet acte. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc les espaces qui sont contrastés avec la cité, donc il y a la cité et les espaces qui appartiennent à la cité, qui sont la salle du sport, l'entraînement au foot, le RER, qui est un lieu transitoire aussi, le hall des immeubles, et en face de ça, il y a Paris, donc l'escapade qui se fait, en fait, une entrée, donc une scène typique qu'on retrouve dans plusieurs romans, la tentative d'aller en discothèque et d'être refoulé à l'entrée parce que les jeunes ne sont pas accompagnés. Et par la suite, donc, une sorte de rodéo sur les Champs-Élysées, c'est en fait une soirée qui se termine mal, où en fait cette transgression de l'espace, donc les jeunes qui font l'intrus en essayant d'aller à Paris, vont tuer quelqu'un sur le chemin de retour, où en fait ils vont causer la mort d'une patiente dans une ambulance qui s'avère être la mère d'un jeune. Donc le drame s'accomplit en fait parce que il y a eu cette transgression de l'espace qui n'est pas une transgression réussie. Enfin, c'est une transgression, mais ce n'est pas la soirée qu'ils espéraient passer. Donc un autre mode de représentation de l'espace encore, chez Kautar Archi, Zon Cinglé, c'est une représentation peu caractéristique qui est très symbolique, et on y retrouve une banlieue qui n'est pas concrète. La cité s'appelle la cité et le centre-ville s'appelle la ville-centre. Entre les deux se situe un no man's land qui s'appelle l'Antre, et il y a également un lieu symbolique à l'intérieur du centre-ville qui est la cave, on pense que c'est un lieu de rencontre entre hommes qui veulent s'aimer, et dont fait partie le narrateur. Donc le narrateur est homosexuel mais essaie de refouler son homosexualité à la cité, et en fait la cité elle-même est décrite sur un mode apocalyptique. Donc la place est envahie par les mères, les jeunes garçons qui essaient d'aller en ville sont régulièrement tués par la ville, et leur esprit continue à hanter la ville, et en fait les mères, pour se protéger de ces revenants des garçons, convertissent les filles à la cause, et la cause c'est de faire de nouveaux enfants pour remplacer ceux qui sont morts. Et il y a une fuite des filles qui ne veulent pas rejoindre la cause, qui s'en vont en ville et qui en fait trouvent un accueil en ville que ne trouvent pas les garçons. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'ouvrages sociologiques
que en fait, les jeunes filles issues de l'immigration ou issues des quartiers populaires trouvent un meilleur accueil dans la société majoritaire et dans la ville, et que les garçons de certaines origines font plus peur à la population majoritaire et ne pas cet accueil. Donc ici aussi, il y a quelques descriptions. Les descriptions sont pas tellement différentes, donc malgré le mode de représentation plus symbolique et moins concret de l'espace, en fait les images architecture défavorisées sont assez typiques. J'habite au 16e étage d'un immeuble sans ascenseur. Les architectures ont construit des tours très hautes, elles sont donc cachées dans le ciel. Je vis dans une zone hachurée, striée par ces barres verticales qui découpent l'espace en fines rondelets de terre, du béton. Ici, l'ombre alterne avec l'ombre. Les gens habitent, je veux dire, les gens vivent et meurent dans ces territoires étroits. Et donc finalement il y a l'escapade de ça, le narrateur s'en va dans la ville et en fait trouve une densité, une foule chaleureuse qui l'accueille, et en fait c'est une terre où il souhaite habiter. On retrouve aussi une intrusion de l'étranger ou une terre étrangère quand le narrateur retourne dans le pays de ses parents pour enterrer son frère. Où en fait il tourne en rond, il a peur du descendre du bus, il dit je ne connais ni cette terre ni ses habitants. Donc il s'y sent fondamentalement étrange. Et un dernier exemple, de Skander Kali, ici présent et qui prendra la parole après moi. Approuvons notion. Ici, les espaces qu'on retrouve sont variés. Il y a une banlieue concrète du Tri. Il y a plusieurs espaces qui reviennent dans plusieurs romans de banlieue, comme la prison, l'école, également sous forme d'évocation, mais pas vraiment en tant que scène, une comédie de vacances où le narrateur est tombé amoureux de la monitrice et qui continue à rêver de retrouver cette jeune femme. Et finalement, quand il va, donc il rêve pendant longtemps d'aller à Paris pour la rejoindre, et quand cette visite se fait, il comprend qu'elle est en fait mariée et elle attend un enfant. Donc finalement, pour lui, toute salvation, enfin tout salut, tout espoir de salut est perdu. Donc en fait, il entreprend à s'autodétruire par différents moyens, et finalement, il va retourner en centre-ville, dans Paris, dans le 13e arrondissement à la Tocaille. Assez intéressant que c'est au numéro 31 où la jeune femme habite, et c'est assez drôle parce que j'ai habité au 33, qui est l'immeuble à côté. Et donc il va assassiner cette jeune femme et son mari, et il va aller en prison à cause de ça, et à la fin il va trouver, il trouvera la mort tranquillement dans une révolte de prison et dans une incendie. Donc ici aussi, donc, les espaces qui reviennent, donc prison et l'école, Paris alterné avec la banlieue, et en fait la vue de la fenêtre, quand on va Paris au loin et on va le bus qui va vers Paris, que la mère du narrateur emprunte pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, et finalement elle revient déçue parce que c'est finalement pas la chose qu'elle attendait. Donc en fait, ce qu'on retrouve dans tous ces moments, c'est une sensation très forte de frontière entre espace urbain et périurbain. On retrouve aussi souvent une séparation de la banlieue en plusieurs espaces, donc plusieurs romans insistent sur la séparation entre la zone pavillonnaire et des cités à l'intérieur de la banlieue. Donc il y a beaucoup d'espaces, les espaces, donc dans certains moments les espaces apparaissent vraiment comme des espaces d'une vie quotidienne, comme chez Pazagen par exemple, donc les magasins où on fait les courses, les petites sorties, les petites distances qu'on parcourt quotidiennement, le train, etc. Donc c'est vraiment sur un mode relativement réaliste que tout ça apparaît, et d'autres moments privilégient des incidents lourds de conséquences qui souvent viennent du fait de la transgression de cette frontière entre la ville et la banlieue. Donc
comment rejoindre un peu notre expérience de l'été dernier. J'essaie de catégoriser les images. It's at the bottom, in the middle, at the bottom. C'est quoi? See the blue bottom at the bottom, This one. in the middle. Okay. Yeah. Ok, donc c'est une petite sélection de photos qu'on a prises en banlieue qui va vous dire quelque chose parce que c'est vous les auteurs. Il y a certains qui rigolent, qui reconnaissent l'heureux. Donc en fait j'ai essayé, j'ai fait plusieurs catégories, mais finalement je me suis retrouvée avec tellement de photos que c'était impossible quand j'ai essayé de monter ça pour les jouer en boucle, en fait ça fait exploser mon ordinateur. Donc en fait j'ai trouvé que ce qui ressortait de cette exploration photographique était d'abord, en fait, il y avait 4 catégories qui semblaient émerger. C'était des paysages urbains, comme celui-ci. C'était des photos qui représentaient des gens, dans un cadre urbain, comme celle-ci, par exemple, on voit des marcheurs qui marchent au bord du canal. Il y avait des portraits, donc en fait on n'a pas pris énormément de portraits parce que c'était plus difficile, en fait il fallait vraiment approcher les gens et en fait je crois qu'on se sentait un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais en fait il y a donc ce type de photos des personnes dans l'espace et d'autres qui sont plus des portraits. Et finalement j'ai trouvé qu'en fait on avait tendance à prendre beaucoup de photos d'écrits, donc des signes, de différents signes de la ville. Qui étaient souvent donc, des signes de type des discours que les villes proposaient. Donc un nouveau quartier se fait, ou en fait ici Fiucaira, le roman de Rachid Stantaki qui était affiché partout. Donc souvent les photos donc, montraient des textes et en fait notre tentative de déchiffrement des textes. Donc en fait c'était assez intéressant de voir ces visages, des visages qui se superposent parfois, où en fait c'était un atelier photo avec des enfants qui se représentaient ou qui jouaient avec des objets et qui essayaient d'exprimer leur identité à travers des objets trouvés ou à travers dans leur espace ou par le gestuel, comme ici par exemple. Donc les gestes, on adopte une certaine identité, on adopte un certain rôle, comme ici une certaine masculinité. Ou en fait quand ils jouaient avec ils montraient leurs chaussures de certaines marques ou en fait quelques objets qu'ils trouvaient importants. Donc quelques autres signes, donc, par exemple là ici c'est l'exploration de Drancy par le photographe Samuel Lacroix qui sera là ce soir et en fait qui est allé à la recherche ou à l'exploration de la mémoire. Ces photos sont tellement grandes que je crois que ça va être bloqué là-dessus pendant un moment. Ça prend un peu plus longtemps de les télécharger. Donc finalement, je trouve que si je superpose nos photos sur les images que je trouve dans les textes, c'est assez intéressant. Je crois que certainement on n'est pas allé sans avoir lu des textes et sans avoir vu des photos de banlieue, donc certainement on était d'une certaine manière biaisé ou déjà influencé par certaines imageries, donc par des clichés. Et je crois que on peut faire plusieurs choses. On peut essayer de renforcer les clichés ou utiliser les clichés ou rebondir sur des clichés, ou en fait on peut essayer d'aller à l'encontre des clichés comme on l'a fait quand on a photographié une sorte de bonheur et une sorte de bien-être, comme les enfants qui font des plongeons, des enfants gitans qui se baignent dans le canal, ou en fait des pêcheurs à la ligne sur le canal de Lourdes. Ça montre une certaine nature urbaine retrouvée dans ces lieux. On a aussi donc, recueilli accueilli
fait, collecter des textes qui étaient souvent des graffitis ou encore des signes, enfin d'autres signes. Je crois que là on a retrouvé au début. Donc là c'est par exemple une photo qui condense assez bien ça. Donc finalement, je trouve qu'on a peut-être essayé de retrouver parfois le contraire. Donc nos photos montraient que finalement c'était un lieu ordinaire, que c'était aussi la rencontre de plusieurs univers et en fait un lieu assez fragmentaire et assez kaléidoscopique, qu'il y avait une multitude de choses qui se rencontraient. Donc c'était vraiment très hétéroclite, qu'il y avait un certain bien-être qu'on a trouvé par exemple dans le bonheur des enfants qui se baignaient dans la fontaine, ou les enfants qui jouaient autour du monument de la Shoah, et que aussi les discours, en fait les textes tagués sur les murs montraient souvent un attachement affectif. Par exemple, dans les écrits des habitants des 4 universités, des 4 000 à la Courneuve, qui étaient délogés et qui ont laissé des messages souvent assez positifs sur les murs en disant que c'était un beau moment qu'ils ont passé dans ces lieux. Donc, en conclusion, on pourra dire que finalement, il y a une multitude donc de possibles représentations. Et que nos lieux, en fait, nos regards qui sont posés sur cet objet changeant qui était la banlieue étaient certainement un peu influencés aussi par d'autres représentations, par les idées qui circulent dans les médias, par les idées qu'on a trouvées dans les romans, mais aussi dans les ouvrages des sociologues et des urbanistes sur la banlieue. Et que finalement, pour trouver un sens, il faut certainement un certain recul, et que ça peut être articulé de plusieurs façons. Voilà, donc je vous remercie.